Bon, je vais faire attention aux boutons. Je pense que je vais y aller avec ça. Donc oui, les personnes âgées, la croissance la plus marquée de la population depuis 2011, donc, telle que je disais, celle des personnes de 85 ans et plus, ce qui fait en sorte que, selon l'OMS, bien sûr, le vieillissement démographique est l'un des grands triomphes de l'humanité, mais c'est aussi l'un des plus grands défis à relever. Alors, avec le grand âge vient évidemment la sagesse, mais viennent aussi les fragilités et les images qui en découlent peuvent être de nature plutôt triste, même en regard de la musique. Par ailleurs, on découvre avec la musique, comme on en parle aujourd'hui, je pense ici abondamment, on découvre un potentiel extraordinaire pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, comme en témoigne le mouvement Music in Memory, pour ceux qui le connaissent. Mais la musique pourrait aussi apporter des bienfaits à toute personne âgée, en fait, intéressée, qui s'y intéresse et qui a le goût de pratiquer la musique, comme pourrait en témoigner le vidéo qui suit. Get up, girls, and move your body, 'cause they getting ready to rock your soul. When the truth is found to be lies and all the joy within you die. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Oh, heaven. Alors, c'est un extrait que j'aime beaucoup, sans vouloir tomber dans le jeunisme. Je pense que c'est quand même évocateur de ce que peut représenter la musique et de ce que ça peut apporter pour nos personnes âgées. Et donc, vous aurez deviné que l'on s'est intéressé, en fait, au chant choral en tant que médium permettant aux personnes âgées d'exprimer leur plein potentiel. Maintenant, pourquoi est-ce que la chorale ou le chant choral pourrait être aussi intéressant dans le contexte du vieillissement? Bien, il y a des études qui sont intéressées évidemment à cette question-là jusqu'ici et qui permettent de documenter que le chant choral est bon pour la santé, on en a parlé, tant pour ce qui est de la perception de la santé globale, le nombre de visites chez le docteur, de la prise de médication, le nombre de chutes, mais c'est également bon pour la santé psychologique, l'humeur, le stress, l'épanouissement, et ça apporte aussi des bienfaits sur le plan de la socialisation, notamment au sentiment d'appartenance et au nombre d'activités dans lesquelles les personnes âgées s'engagent. Alors, par ailleurs, les études réalisées jusqu'ici avaient leurs limites. Notamment, il y a peu d'études qui ont inclus des groupes qui étaient clairement définis en termes de participants âgés. Peu d'études aussi ont inclus des groupes de comparaison ou même contrôle dans leurs études, et ça laisse en suspens toute la question de la spécificité de l'effet musique ici, de l'impact de l'activité musicale en tant que telle. Et puis, dans les études, il y a très peu ou pas de description des interventions, ce qui, pour nous, limite énormément le transfert des connaissances, évidemment, le transfert dans l'application des découvertes qui peuvent être faites en ce sens-là. Alors, on a mis sur pied une étude qui a été intitulée « Chorhôte » par Louise et qui avait pour objectif, donc, de mesurer les impacts d'un programme de chant choral sur le bien-être psychologique, sur la cognition et la santé de personnes âgées de 60 ans et plus et vivant une perte d'autonomie, une légère, mais quand même une certaine perte d'autonomie, sans toutefois présenter de troubles neurocognitifs.
Alors, la méthode que l'on a choisie, un premier groupe de participants, évidemment, groupe d'intervention où les participants s'engageaient dans une chorale, dans un programme de chant choral. Et les participants venaient donc une fois semaine. Ça brûle mon punch, je n'étais pas en temps, excusez-moi. Donc, les participants venaient une fois semaine pour une répétition d'environ 1h30, 2 heures. Des répétitions dirigées par une chef de chœur professionnelle. Et le répertoire choisi était un répertoire tiré de la musique classique, mais également du répertoire populaire. Mais toutes les œuvres apprises étaient à 4 voix. Et pour favoriser cet apprentissage-là, on a fait appel aux étudiants en musique de l'École de musique de l'Université de Sherbrooke. Donc, un étudiant par pupitre aidait les participants à l'apprentissage des pièces choisies. Et ça nous a permis d'inclure un aspect qu'on trouvait très important, qui était évidemment d'inclure une participation intergénérationnelle dans l'activité, dans l'intervention. Un deuxième groupe était dit de comparaison, et on l'a appelé Hebdo Bistro parce qu'en fait, les participants de ce groupe venaient assister à des conférences sur différentes thématiques portant sur le vieillissement, mais aussi à des ateliers par exemple, de tai chi pour la prévention des chutes ou des ateliers de peinture, de créativité avec le médium de la peinture. Cette fois-ci, le volet intergénérationnel a été permis grâce à la participation d'étudiants au baccalauréat en psychologie. Alors, c'est eux aussi qui étaient présents cette fois auprès du groupe et à chacune des séances également. Et puis, on avait un troisième groupe, dit contrôle, dans lequel les participants n'étaient inscrits à aucune activité en particulier. Nos mesures, elles se déclinent en 3 catégories qui réfèrent à nos cibles d'intérêt, évidemment. Donc, des mesures psychologiques, mesures de la dépression, de l'auto-efficacité, du bien-être et de la socialisation. Et pour cette mesure, on a opté pour une mesure dite continue, c'est-à-dire que chaque semaine, durant toute l'activité, on a comptabilisé le nombre d'activités dans lesquelles les participants s'étaient engagés. Deuxième volet, le volet des mesures cognitives, avec notamment le 3MS, pour ceux qui le connaissent, le trail-making, l'affluence verbale, l'empan inversé et quelques autres que je n'ai pas nommés parce qu'on en avait une et une autre. Et puis un troisième volet, la santé, investigué cette fois uniquement par des mesures continues, par le décompte du nombre de visites médicales, par la prise en note de la médication et le nombre de chutes à chaque semaine, encore une fois, tout au long de l'intervention. Alors, comment se déclinait le projet? Le projet s'est déroulé, je vais essayer de ne pas arrêter l'ordi, s'est déroulé sur une période de 24 semaines en tout, subdivisée en 2 saisons. 2 saisons étant réellement l'automne et l'hiver, dans le cas de ce projet. 2 saisons, donc, durant lesquelles se tenaient les activités d'intervention et également les prises de mesures continues. Donc, chaque semaine, les mesures continues étaient administrées et, par ailleurs, les mesures pré- et post-intervention ont été bien sûr administrées avant le début et après la fin des interventions, soit après 24 semaines. On avait prévu une mesure post-3 mois, mais on a dû laisser tomber l'analyse des données parce qu'à la résidence où se tenait l'expérimentation, il s'est produit une épidémie
donc un problème médical majeur qui a fait en sorte que toutes les activités sociales ont dû être annulées et les gens ont été quasi limités à demeurer dans leur appartement le plus possible, ce qui fait que ça a influencé énormément nos données. Alors, on l'avait prévu, mais on n'a pas pu utiliser les données, malheureusement. Alors, les résultats, bien, c'est le genre de projet super intéressant, mais pour qui je dirais que c'est très difficile de recruter, même lorsque on recrute à l'intérieur d'une même résidence. Dans ce cas-ci, les participants vivaient tous dans la même résidence pour personnes aînées, par besoin, donc limite sur le plan de l'autonomie fonctionnelle, mais il reste que ça a été quand même difficile de recruter et le taux d'attrition n'a pas été non plus très grand, ce qui fait que pour le groupe choral, on se retrouve avec 10 participants, le groupe Hebdo-Bistro 7 et notre groupe contrôle 4 participants. Donc, on est avec des données pilotes, mais quand même des données qui nous paraissent intéressantes. Alors, nos groupes étaient comparables en termes d'âge et de niveau de scolarité, également en termes d'habileté cognitive générale, de fonctionnement cognitif général. Maintenant, un élément important à considérer, le groupe choral démontrait significativement quand même une autonomie fonctionnelle meilleure. Et ça sera à reconsidérer tout à l'heure dans l'interprétation des données. Pour ce qui est du bien-être, eh bien, en fait, pour l'ensemble des mesures de la sphère psychologique, on n'a pas eu de résultats significatifs. Quelque chose a eu l'air, par contre, de se dessiner pour le bien-être, c'est-à-dire une amélioration du bien-être, mais pour le groupe contrôle. Alors, si j'en parle ici, en fait, c'est que ça soulève, à mon avis, peut-être une difficulté avec le choix du temps de mesure, du deuxième temps de mesure, donc de la mesure post, puisqu'en fait, peut-être qu'on était plutôt à mesurer le deuil ou l'adaptation à la fin de l'activité, plutôt que le bien-être comme tel. Et ce pourquoi c'est le groupe contrôle qui, lui, n'ayant pas cette adaptation à vivre, n'a pas montré de perte sur le plan du bien-être. Alors, je trouvais intéressant de le noter. Sur le plan de la socialisation, par ailleurs, eh bien, c'est le groupe choral qui a montré le plus d'avantages ou d'effets. Alors, on voit qu'ici, tout le long des saisons d'intervention, la socialisation est restée quand même relativement stable. Pour nos deux autres groupes aussi. Mais pour le groupe choral, après la fin des interventions, le nombre d'activités dans lesquelles les personnes se sont engagées a significativement augmenté, contrairement à ce qui a été observé chez les deux autres groupes de participants. Alors, on trouve quand même que c'est un élément intéressant à considérer dans la suite de ce genre d'intervention, ou en tout cas pour justifier la poursuite des interventions. Sur le plan de la cognition, eh bien, c'est là que le résultat nous a, en tout cas moi, le plus surpris. Le groupe choral a montré, on n'a jamais eu de différence significative, premièrement, entre nos groupes. Mais pour un même groupe, entre les mesures pré et post, seul le groupe choral a montré une différence pour la mesure de cognition générale, le 3MS, et c'est seulement le groupe choral qui a montré cette différence et significativement. Donc, on trouvait que c'était quand même intéressant, étant donné d'ailleurs que j'ai tendance, moi, à négliger le 3MS, et je l'ai inclus par devoir, pour faire comme il faut, mais en fait, ça s'est avéré être la mesure qui a été la plus parlante. Alors voilà, pour ce qui est de cette mesure de la cognition. Pour la cognition, cette fois, on a vu également une tendance à l'amélioration de l'affluence verbale
mais pour les 2 groupes d'intervention cette fois. Alors, il faut que je vois. Donc, eh bien, le chant choral semble quand même démontrer un impact sur la cognition et sur la socialisation, même si cet impact n'est peut-être pas spécifique. En tout cas, on ne peut pas le dire sur la base des données collectées ici. Il est certain que, et ça je l'avais abordé tout à l'heure, par ailleurs, la meilleure autonomie fonctionnelle ou le plus haut niveau d'autonomie fonctionnelle des participants du groupe choral a peut-être eu un impact sur ces résultats. On peut penser, par exemple, que le fait de présenter une meilleure autonomie nous prédispose à profiter davantage, puisque cette autonomie étant intimement liée avec le niveau aussi de fonctionnement cognitif, peut-être que ça représente un avantage pour ces personnes pour profiter des bienfaits d'une activité comme le chant choral. Alors, je pense que ça demeure un élément à garder en tête pour de futures recherches, que le niveau d'autonomie puisse interférer. On a, bien sûr, dans ce projet, été confronté à des méthodes, à des limites méthodologiques. Donc, on a bien sûr de très petits échantillons. Nos évaluateurs, ou plutôt les personnes qui prenaient les prises de mesures continues, n'étaient pas aveugles à l'appartenance des participants au groupe, ni implicitement aux objectifs. Alors, c'est sûrement un élément à considérer. Par contre, la personne qui a pris les mesures pré-poste, elle était aveugle, donc à l'appartenance des participants au groupe et aux objectifs du projet, heureusement. Ah là, c'est pas moi, là. Là, c'est pas moi. Je touchais pas au pointeur. Je pense qu'il y a... Est-ce que tu as encore quelque chose? Est-ce que tu avais quelque chose? Oui, ben, je peux le dire de mémoire, oui. Donc, une autre des limites, c'est que c'est sûr qu'on n'a pas non plus contourné je dirais, un certain biais de la part de notre chef de chœur qui avait un intérêt particulier pour la chorale. Mais par souci méthodologique, c'était la même personne qui animait les ateliers de l'Hebdo Bistrot. Mais ça se peut que ça ait eu aussi un effet. Et puis, on n'a pas non plus une équivalence probablement entre les activités sur le plan du rôle actif versus passif qu'avaient les participants dans les 2 activités. La chorale suscitant davantage un rôle actif, les ateliers d'Hebdo Bistrot ayant suscité peut-être un rôle davantage passif. Alors ça serait à reconsidérer dans la recherche avec un groupe de comparaison, très certainement. Je m'arrêterai ici. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a du temps. Bon, j'en profite. Très intéressant, Lise. Hein. Est-ce que tu peux nous préciser que, bon, le recrutement est difficile chez les personnes âgées, même quand elles sont saines, c'est bien connu. Comment vous avez fait? Parce que normalement, ça devrait être aléatoire, mais c'est sûrement pas aléatoire. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui a joué pour aller chanter plutôt que à rien faire, en fait, aussi? Oui. Bien, ça, c'est un élément même qui, à un moment donné, est devenu presque un critère clinique, je dirais. C'est-à-dire que c'est clair que les participants qui venaient au chœur étaient des gens motivés à chanter. Les autres allaient dans l'autre groupe, étaient motivés à venir aussi, mais pas dans le même contexte. Alors, on est biaisé à ce moment-là. C'est sûr qu'il y a des études une étude, entre autres, qui a montré que d'aimer ou pas chanter aurait les mêmes effets. Et donc, ça pourrait être intéressant de pouvoir faire un recrutement aléatoire, mais je dirais que c'est quasi impossible, en tout cas. Oui, mais les participants ne voudront pas aller dans un autre groupe s'ils voulaient aller dans le chœur. Oui, tu nous diras comment faire, parce qu'on aimerait bien, mais...
façon dont à ce qu'on offre en alternative. Oui. Le choix du groupe de contrôle est extrêmement aigu en intervention non pharmacologique, oui. mais on ne peut pas contourner la randomisation, je pense. Parce que sinon, interpréter devient un peu chiant. Il faut dire peut-être pour... Il faut bien choisir son groupe contrôle. Il ne faut pas avoir un groupe contrôle qui est totalement plat. Excusez-moi. Juste pour compléter ça, ça dépend aussi comment la publicité est faite pour recruter. Oui. Parce que nous, on a fait une étude avec les danses-thérapeutes, la danse-thérapie puis l'activité physique dans le laboratoire de Louis Bérard. Puis c'était difficile parce que les gens voulaient danser. On a vendu ça comme des cours de danse. Là. Fait que les gens voulaient danser, ils ne voulaient pas faire du vélo, le stationnaire. Donc, il ne faut pas donner l'impression que l'intervention, que tu as le choix entre une intervention qui va marcher et qui ne va pas marcher. Donc, il faut leur dire qu'il y a toute une façon, et nous, on a comme un peu développé des façons de faire, où même quand on parle de l'étude, on ne dit pas c'est une étude, Émilie, on ne dit pas c'est une étude sur l'effet de la musique. Parce qu'après, s'ils ne vont pas en musique, ils vont dire, bon, ben, je ne sais pas. Ben non. Donc, ben, en ce sens-là, c'est sûr que notre groupe était un groupe qui ne voulait pas chanter. Notre groupe Hebdo Bistro, c'est des gens qui ne voulaient pas aller chanter. Mais il faut dire aussi qu'au début, on souhaitait une activité plus ludique. On avait ciblé le bingo, qui est quand même une activité exigeante sur le plan cognitif. Mais étant donné que l'activité existe déjà dans la résidence, alors là, il n'a pas été possible de le faire. Oui, madame, concernant la cognition, c'est évident que vous approchez une autre fois, comme j'imagine aujourd'hui en continuel, le multidisciplinaire vers un sujet tellement fondamental comme il est la cognition. Mais est-ce que vous considérez que la cognition, en réalité, n'est pas perdue, elle disparaît jamais, mais qu'elle n'est pas suffisamment bien abordée selon une espèce de polyphonie de la science? Est-ce que la cognition est toujours présente, mais au niveau qui ne sont pas à la hauteur de la pensée scientifique d'aujourd'hui? Bien, votre question est intéressante en ce sens que je pense qu'elle permet notamment de souligner le fait que effectivement, il faut faire attention, qu'on soit dans le contexte de la maladie neurodégénérative ou pas. La cognition n'est jamais blanc ou noir, elle n'est jamais présente ou absente. Elle est multidimensionnelle et donc, oui, elle est sûrement présente. Alors, on va peut-être passer à la prochaine présentation si on ne veut pas prendre de retard. Alors, juste s'assurer que tout va bien ici. Quelle est la présentation?